Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau focus, Amos, Shulking, j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'aujourd'hui on va plonger dans l'univers de Monsieur Toriyama, rien que ça. Parce que ouais, Shulking vous propose de discuter d'un jeu Dragon Ball Z. Mais assez étonnamment, c'est pas d'un jeu de combat qu'on va parler aujourd'hui, mais bien d'un JRPG. Oui oui, vous m'avez bien entendu, un JRPG Dragon Ball Z. Alors Shulking, dis-nous tout, c'est quoi cette histoire? Et bah déjà bonjour à tous. Bien que je sois fan de Dragon Ball, je suis plus fan de JRPG que de jeux de combat. Et donc là, ce jeu-là est parfait pour moi et c'est un grand jeu d'enfance. Donc Dragon Ball Z Attack of the Saiyan est un JRPG sorti le 29 avril 2009 au Japon, et nous, bons français que nous sommes, nous l'avons eu le 30 octobre de cette même année. Il est édité par Namco Bandai, comme tous les jeux tirés de manga quasiment, et développé par Monolith Soft, les petits chouchous de Thomas. Eh oui. Non, c'est vrai que pour remettre un peu dans le contexte, Monolith Soft, c'est le studio de Tetsuya Takahashi, qui est un ancien des Final Fantasy, qui a décidé de monter son propre studio. Voilà, après Final Fantasy VI, si je dis pas de bêtises, il propose son propre projet pour Final Fantasy VII, qui n'est pas retenu, et qui donnera bien plus tard le jeu Xenogears, qui sera suivi par Xenosaga, puis par Xenoblade, et pour finalement avoir une annonce très récente de la nouvelle série Xenoblade Genesis. Donc oui, un studio que j'affectionne particulièrement, qui nous a pondu ce jeu en 2009 donc. Oui, juste avant les Xenoblade Chronicles du coup. Et cette merveille est arrivée sur la belle Nintendo DS. Oh, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Amos, qu'est-ce que t'as pensé de la DA? Alors déjà, pour remettre un petit peu de contexte, si on prend à l'aune d'aujourd'hui, bah forcément c'est pas hyper beau. Mais c'est pas l'objectif. Quand on parle d'un jeu ancien, il faut prendre dans le contexte de l'époque. Et il s'avère que j'ai fait vite fait quelques recherches. Bah c'est pas horrible hein, par rapport à l'époque. Alors c'est pas beau non plus. C'est un jeu dans la norme quoi. C'est plutôt joli. Les chara design sont assez cool. Le matériel d'origine est assez bien respecté visuellement. C'est honnêtement un bon jeu de DS. Maintenant, à l'aune d'aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu risible, mais c'est pas le but de comparer ça. Euh, on ira après plus tard les points par point, mais moi, le seul truc qui m'a cassé les couilles, c'est la musique. Vraiment, j'avais envie de gifler mon jeu. La même musique en boucle qui se lance, et surtout, bon, il faut en parler. Jeu DS, je n'ai pas de DS, donc ne faites pas ça les enfants, mais j'ai joué sur émulateur. Et on en parlera plus tard, mais le x4 est littéralement obligatoire pour jouer à ce jeu. Donc déjà que de base la musique, j'ai vraiment pas d'affection. Mais alors en x4, c'était encore moins bien quoi. Donc j'ai pas peut-être pas eu la meilleure expérience niveau musical Ah, effectivement. je te trouve vachement méchant, parce que moi je les adore, les designs et les musiques aussi, mais on en parlera après. Et toi Thomas? Alors, de mon côté, je suis bien moins dur qu'Amos. En fait, j'estime que la direction artistique et l'esthétique en général dans le jeu, c'est l'une de ses grosses forces. Moi, je le trouve assez dur en disant que c'est un jeu moyen de l'RDS. Parce qu'honnêtement, moi je suis un peu moins allergique que toi au rétro gaming, donc ça m'arrive d'y jouer régulièrement à la DS. Et en fait, c'est plutôt au-dessus de la moyenne, hein. Alors on n'est pas au niveau des cadors de l'esthétique sur DS, typiquement je pense à Pokémon Noir et Blanc, qui ont vraiment été des claques sur le plan visuel et technique sur DS, mais honnêtement je trouve qu'on est plutôt au-dessus de la moyenne, avec un sprite design assez exceptionnel, et des animations de combat plutôt très sympas. Et le tout effectivement rend plutôt un bon hommage au matériel de base. Mais Pokémon Noir et Blanc sont sortis 2 ans après quand même. Ah, j'ai pas dit le contraire, effectivement, je pense que c'est malhonnête de les comparer. Noir et blanc, c'est vraiment l'apogée de ce qu'on peut faire sur DS, et honnêtement, je trouve que Dragon Ball Z, l'attaque des Saiyans, n'a pas à rougir de son esthétique. Selon je me permets également, c'est que c'est un jeu un petit peu particulier dont on va parler, parce que au-delà de son aspect jeu DS, etc., c'est aussi une adaptation. Donc c'est un aspect qu'il faut prendre en compte pour juger de son visuel. C'est-à-dire l'aspect retranscription et respect de l'œuvre d'origine. Et là, pour le coup, moi, j'ai rien à dire. C'est très clean. Les personnages, on les reconnaît très très bien. Ils sont bien retranscrits. Leurs attaques retranscrites visuellement sont vraiment bien. Et je pense que pour un fan de Dragon Ball, ce qui honnêtement n'est pas mon cas, mais j'ai pas d'affect pour Dragon Ball, mais j'ai pas non plus rien contre Dragon Ball. Ben, je pense que les attaques pour un fan sont vraiment très kiffantes parce qu'elles sont blindées d'animations qui débordent d'amour. Maintenant, on en reparlera plus tard, mais pour le rythme du jeu, c'est un peu casse-couille quand même. Les attaques qui font 55 heures à se lancer parce que effectivement elles sont stylées, mais au moins ça respecte le matériel d'origine, ça respecte la DA d'origine et sur le côté retranscription, c'est vraiment fiable. L'enfant de 7 ans que j'étais a trouvé ça magnifique, et aujourd'hui encore j'adore. Juste
Je reviendrai sur certaines zones visuellement qui se ressemblent pas mal, notamment les zones de grottes et les zones où se trouve du feu. Je sais pas si vous avez eu ce problème, vous. Ouais, ouais. Alors après, honnêtement, à cette époque-là sur DS, je vois vraiment pas de concurrence pour lesquelles je me dirais oh waouh, c'est tellement mieux sur les environnements et la richesse de l'univers, quoi. D'autant plus qu'ici, c'est un jeu Dragon Ball, on peut pas faire ce qu'on veut. Franchement, ça m'a vraiment pas énervé ce côté redite en fait. C'est pas que ça m'a énervé, c'est juste que quand tu vois les autres zones, donc que ce soit les villes, etc., ils ont vraiment toute leur propre ambiance. Il y a juste ces zones-là qui sont vachement semblables. Alors si je peux me permettre pour revenir sur ce que Thomas tu viens de dire, c'est Dragon Ball, on peut pas faire ce qu'on veut. Ben c'est un des rares univers où ça marche pas ça. Avec Dragon Ball, tu peux littéralement faire ce que tu veux puisque tout rentre dans Dragon Ball. Je sais que t'es l'expert, tu me le rediras, mais c'est un des rares univers avec des dinosaures, des civilisations ultra technologiques. Donc je trouve que là-dessus ça a un peu manqué de créativité justement. Mais je pense que c'est plutôt pour des situations de production qui étaient où il fallait limiter les assets, etc. Parce que ben c'est une adaptation, donc le but c'est que ça ne coûte pas trop cher et que ce soit très rentable. Donc je pense que c'est plutôt pour ça. Mais je sais que tu me rediras si j'ai tort, mais pour moi, Dragon Ball, justement, ça aurait été l'occasion d'être littéralement un fourre-tout où tu peux mettre absolument tout ce que tu veux et que c'est cohérent avec l'univers. Bah justement, je trouve qu'on l'a pas mal ce niveau fourre-tout dans le sens où t'as la zone avec le chemin du serpent qui fait vachement céleste, t'as la ville de l'Est où est-ce que t'as tout le côté futuriste, et d'un autre côté tu vois t'as l'île de Tortue Géniale ou la ville de départ de Krillin, où est-ce que ça fait vraiment ancien Japon traditionnel, tu vois. Donc je trouve qu'on l'a vachement, c'est pour ça que c'est juste un peu décevant que dans les grottes, etc., ça semble vachement semblable. Là, ouais, là-dessus, je te rejoins. Il y a quelques environnements qui se rejoignent, mais je pense que je te dis comme il faut pas se leurrer, le principe de base d'une adaptation d'une licence, c'est on va faire le max de thunes en ça nous coûtant le moins cher possible. Donc, ben, dans le souci de production, je pense qu'ils ont dû faire le jeu, qu'ils ont dû voir que il était un petit peu court et que du coup, ils ont fait un petit peu du redit de zone et de situation. D'ailleurs, on en reparlera après quand on parlera de la narration. Mais du coup, à mon avis, c'est juste une question de boucler le jeu et de lui donner du corps sans coûter trop cher, je pense, en tout cas. Alors, sous les environnements, je te rejoins, ok, ça pourrait être mieux, même si je trouve que vous êtes un peu dur. Par contre, il y a un point sur lequel je trouve que le jeu brille vraiment énormément, c'est sur son sprite design. Je suis revenu un peu dessus tout à l'heure, mais les designs des adversaires et leur sprite design au combat, leurs animations également, sont vraiment de très bonne qualité pour de la DS. Et franchement, j'ai pris une petite claque au point où ça me dérangeait pas trop de revoir 4, 5, 6 fois les mêmes adversaires dans les combats aléatoires. Ça, je suis plutôt d'accord et d'autant plus que les sprites, de ce que je me rappelle, respectent bien le matériel d'origine. Les rencontres aléatoires sont assez cohérentes d'un point de vue strictement visuel. Tout a une cohérence et un amour, mais en fait, ça aurait été décevant que ce soit l'inverse parce que justement, le jeu reprend le travail de Akira Toriyama et pour le coup, il est connu pour son chara design excellent. Donc si tu fais un jeu de Dragon Ball avec un chara design à chier, bah en fait, t'as littéralement manqué le jeu de l'adaptation Dragon Ball, ça n'a aucun sens quoi. Et puis c'était évident que tous les monstres allaient avoir un design magnifique, car tous les monstres sont inspirés de quelque chose que Akira Toriyama a déjà dessiné. Par exemple, la boule de feu, ça vient d'un de ses mangas. Bah, certes, mais tu peux faire de la copie moche en termes de sprite design, hein, c'est pas impossible. Hein. Tu ne peux pas quand il y a Akira Toriyama dans le nom, d'accord? On respecte le GOAT. Si vous n'avez pas compris, Shulk est un fan déraisonnable de Dragon Ball. Et du coup, il y a deux, trois arguments qui vont nous sortir qui vont pas forcément être très convaincants et pertinents parce que l'amour parle pour lui. Je ne suis pas déraisonnable, je respecte les rois. Alors moi, il y a un truc dont je devrais parler qui m'a un petit peu énervé. C'est un rapport avec la partie version française du jeu, qui déjà n'est pas terrible, je trouve. Il y a des traductions qui sont vraiment très bizarres et très aléatoires. Il y a des fautes de français, il y a pas mal de trucs. Mais le truc qui a le plus énervé, et qui, je pense, est lié à la traduction, c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois de me dire que la mimique visuelle du personnage n'avait aucun rapport avec ce qu'il était en train de dire. Donc je pense que ça, c'est dû à la traduction qui est un petit peu déplorable. Mais des fois, t'as un personnage choqué et en fait, il dit un truc on ne peut plus random. Et des fois, il y a des personnages qui disent des dingueries et il y a aucune réaction visuelle. Donc effectivement, je pense que c'est un souci de traduction. Donc je sais pas si c'est de là d'où vient le problème, mais je pense que dans une autre langue, ça choquerait moins. Donc je pense qu'il y a eu un petit problème sur la traduction. En général, sur cette époque-là, le souci c'est plutôt que la traduction elle passe par plusieurs pays avant d'arriver en France, ce qui fait que les différentes étapes de traduction
ont tendance à perdre le propos. Typiquement, je pense qu'ici on est sur un cas où on a traduit le japonais vers l'anglais, puis l'anglais vers le français, parce que c'est souvent comme ça à cette époque-là, et forcément, bah, le sens se perd un petit peu. Et surtout, une question de contexte, à l'époque, on avait tendance à ne pas internaliser les traductions, pas faire venir un traducteur chez nous, mais d'envoyer ça à des studios annexes. Donc, c'est-à-dire que le jeu est déjà fini, le jeu est déjà commercialisé, on envoie ça à des studios qui n'ont aucun rapport avec le studio d'origine, et on leur dit, bah, traduisez mon jeu. Et du coup, ben, des fois, il n'y a pas vraiment le respect du matériel d'origine, parce qu'il faut une traduction à leur sauce, et il n'y a pas de globalisation du travail, dans le sens où ben, le studio d'origine, Monolith, ils regardent pas ce qui a été fait à la fin, parce qu'ils parlent pas français et qu'ils s'en cognent. Donc du coup, c'est vrai que des fois, bah, on a ce genre de problème sur les jeux de l'époque, sur les traductions, c'est que quand la localisation est faite dans le pays, ben, il n'y a pas de retravail derrière qui est fait directement par le studio d'origine. Et justement, du coup, ça se rapproche encore plus de l'œuvre parce qu'il y a les mêmes problèmes avec le manga quand il arrive en France. C'est un hommage en fin de compte. Exactement. Ah bah, c'est super ça. Bref, sur un autre sujet, moi je reviens un peu sur les musiques, comme c'est un petit peu fustigé. Honnêtement, je dirais pas qu'elles m'ont marqué, c'est pas du grand Monolith Soft, soyons honnêtes, mais franchement je trouve qu'elles passent bien, et je pense qu'effectivement c'est surtout l'abus du turbo de l'émulateur qui t'a fait conclure qu'elles étaient chiantes. Franchement, moi elles passent bien, je trouve. Moi, je pense que le problème majeur, c'est pas les musiques en elles-mêmes, c'est l'utilisation de ces musiques. Je vais te redonner un exemple que j'ai eu à la fin du jeu qui m'a énervé au plus haut point, qui m'a littéralement sorti du jeu. Quand on est à la fin du jeu et qu'on est dans le combat, si je me rappelle très bien, le moment exact, c'est quand Nappa affronte la Z-Team avant l'arrivée de Goku. Il y a un moment où il y a beaucoup de dialogue, parce que du coup, pour rallonger un petit peu cette séquence, ils ont mis beaucoup de on part, on revient, on part, on revient, on part, on revient, et de tension en fait. Ben en fait, ils ont choisi une musique au début d'une scène, qui est une musique un peu d'ambiance mais sans trop de couleur quoi. Et en fait, la scène, littéralement, il y a un mec qui est en train de mourir, il y a Yamcha qui est en train de se faire tuer. Et ben t'as une scène un peu en mode petite ambiance tranquille, petite ambiance chill, normale. T'as pas une ambiance dramatique où il se passe quelque chose de fou. Littéralement des aliens qui sont en train de mourir à terre et de tuer des gens. Moi, je m'attendais à une musique un peu épique ou un peu qui te secoue quoi. Non, c'est une petite musique un peu chill, normale, une petite musique jazzy, tranquille. Et en fait, la musique est pas toujours adaptée à la situation. Et c'est dommage parce que pour le coup, dans le panel assez important de musique qui existe de Dragon Ball, après, je pense qu'ils ont pas eu les droits et que ça explique ça. Mais ben, c'est dommage d'utiliser des musiques aussi sans couleur, alors que pour le coup, de ce que je me rappelle de l'animé, il y a quand même des musiques de vraiment de qualité, quoi. Et bah, tu parles des musiques, mais elles sont quasiment toutes originales. Il y en a une seule qui a été réadaptée pour le jeu, qui vient de l'œuvre originale. Mais à part ça, elles sont toutes entièrement originales. Et je suis plutôt d'accord. Les musiques, tout ce qui est de boss, tout ce qui est un peu censé être des musiques stylées pour les combats, etc. Elles sont pas top. Sauf la musique des combats aléatoires que j'adore personnellement, même si toi elle t'a saoulé. Là où je trouve qu'elles sont très très fortes, c'est toutes les musiques chill, toutes les musiques de ville, la musique du chemin du serpent surtout que, elle est incroyable. Sur ça, je les trouve très très forts. Mais c'est dommage vu que c'est censé être un jeu de combat, du coup la majorité du temps tu passes en combat et que c'est là où les musiques sont les moins bien. Alors justement, les musiques, pour moi, ont ce défaut majeur qu'en fait, une musique, habituellement, c'est pas le centre de l'œuvre. C'est quelque chose qui va accompagner ce qui se passe. Accompagner un combat, accompagner un moment d'émotion, accompagner un moment de boss, etc. Et ben pour moi, c'est le plus gros problème des musiques Dragon Ball. Elles sont pas fondamentalement mauvaises, toutes les musiques sont bien. Alors elles m'ont pas fracassé la gueule, mais elles sont bien. Elles sont sympas à écouter, etc. Mais en fait, elles n'accompagnent absolument pas les moments de narration qui vont avec. Et surtout, un des points que je vais lancer par rapport à la narration, c'est que pour moi, il y a un gros problème avec le ton du jeu. Ce que je vais dire par là, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais pour moi, c'est pas un jeu Dragon Ball Z. C'est un jeu Dragon Ball. C'est un jeu qui reprend l'esthétique, la narration et la manière de faire de Dragon Ball, mais qui adapte Dragon Ball Z avec. Et du coup, il y a une histoire de ton complètement différent, très humoristique, très second degré, très peu sérieux, qui va un peu détonner avec le ton que prend Dragon Ball Z à l'époque. Donc ça, c'est mon avis personnel, je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais par exemple, juste avant l'attaque des Saiyans, il y a plein de side quests à la con où on cherchait des Dragon Ball, etc. Ben en fait, on affronte littéralement des
l'armée du ruban rouge, on affronte des robots à la con qu'il y a dans Dragon Ball et qu'il y a plus dans Dragon Ball Z. Mais du coup, pour moi, ça fait une différence de ton majeure et ça réécrit l'histoire de Dragon Ball Z avec le ton de Dragon Ball. Ce qui, je trouve, est problématique. Si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que ce scénario, Monolith Soft, ils ont absolument rien écrit, hein, c'est que des fillers de l'animé qu'ils ont adapté. Hein. Il me semble, si je dis pas de bêtises, monsieur Shulking. C'est plus ou moins ça. En fait, le jeu commence juste avant le 23e Tenkaichi Budokai, donc le combat contre Piccolo Junior, celui qu'on connaît, petit cœur, comme vous voulez, avec juste les entraînements de Tenshinhan, Krillin et Yamcha. Et après, on commence directement avec 23e Tenkaichi Budokai. Et toutes les quêtes secondaires sont soit venant d'un filler de l'animé, soit ils ont pris des personnages, comme par exemple Pilaf de l'armée du ruban rouge, etc., et les ont mis dans une quête pour récupérer Dragon Ball. Donc, c'est une utilisation qui vient pas du manga ou de l'animé, mais c'est une utilisation intelligente, j'ai envie de dire, des personnages qu'on n'aurait pas utilisés sinon. Et ça peut ne pas plaire l'humour pilaf, pipi caca de Dragon Ball, mais franchement, je trouve que c'est très intelligent justement d'utiliser des personnages qui ne sont plus utiles à l'histoire à partir de Dragon Ball Z parce que ça prend des ampleurs stellaires, tout ce que tu veux, et les utiliser pour faire une quête secondaire entre guillemets qui est quand même utile au scénario. Pour moi, le problème, c'est qu'il y a une distance entre le ton des deux parties de l'œuvre. Alors déjà, pour revenir un petit peu dans le contexte, si vous n'êtes pas un expert de Dragon Ball, effectivement, il y a un moment dans l'œuvre, Choc vous racontera mieux que moi, mais il y a un moment dans l'œuvre où il y a une scission en termes de ton, où en fait le ton passe de très humoristique, très léger, et même les adversaires sont des personnages gags qui ne sont pas voués à être dead serious, serious business, etc. À un moment où effectivement on parle d'enjeux galactiques, où des planètes explosent, où l'univers est en jeu, et c'est beaucoup plus sérieux. Et je trouve que, en fait, j'ai l'impression, alors je n'ai pas le contexte du jeu, je ne sais pas où en était le manga, où en était l'animé au moment de sortie de... Ah, déjà entièrement fini, hein, depuis des années. Moi, mon problème avec ça, c'était qu'effectivement, pour moi, la partie Dragon Ball Z était traitée exactement comme si elle faisait partie de Dragon Ball et pas de Dragon Ball Z. Alors je sais que Choc, ça va t'énerver ce débat parce que pour toi, il n'y a pas de scission entre les deux, si je me rappelle bien, mais c'est mon avis. Bah, il n'y a pas de scission entre les deux et surtout, même l'arc du coup du 23e Tenkaichi Budokai qui vient de Dragon Ball, si on prend l'anime, qui vient pas de Dragon Ball Z mais de Dragon Ball, et bah c'est déjà le ton le plus sérieux du manga à ce moment-là. C'est déjà, ils ont déjà commencé la scission de le manga commence à prendre des ampleurs planétaires parce que Piccolo et Piccolo Daimao, c'est pas des humains, ils viennent pas de la Terre, ils viennent de Namek, hein, pour une autre planète. Et bah du coup en fait littéralement l'ampleur les mecs peuvent exploser des planètes, il est déjà là depuis un moment. Le seul problème, c'est que, oui, les boss comme Pilaf ou l'armée du ruban rouge, eux, ils ont pas des ampleurs planétaires, ils peuvent pas détruire des planètes, etc. Mais c'est juste de l'utilisation de personnages, et personnellement, ça m'a pas plus choqué que ça. Le côté, comme tu dis, gag, humour, qui vient de Dragon Ball, enfantin, tout ce que tu veux. En fait, pour moi, c'était surtout une question de rupture de ton entre les deux œuvres, parce que en soi, l'œuvre parle fondamentalement de la même chose, mais juste, il y a une rupture de ton, tu vois. On arrête les gags pipi caca en plein milieu des combats, on arrête le fait de désamorcer les méchants avec des gags, les combats sont sérieux, il y a des vies en jeu, etc. Et bah en fait, c'est bizarre d'avoir cette menace de dire il y a des aliens qui vont arriver sur Terre, il faut qu'on s'entraîne difficilement parce que sinon la Terre va juste mourir. Mais en fait, on va faire des petites side quests à la con où on va taper un robot qui est un robot de merde qui en fait c'est des mecs gags qui en ont rien à branler de tout ça et qui sont juste là pour faire le con. Et en fait, la rupture de ton, ça, en fait, moi, ça me fait vraiment un truc en mode, comme dans les JRPG, où t'as la quête principale où le dieu veut détruire le monde, mais t'es en mode, oh ouais, mais aller chercher des chocobos, c'est pas si mal, en fait. Tu vois, ça me fait la même rupture de ton. Ouais. Bon, déjà, merci pour la balle gratuite sur Final Fantasy, on adore. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas une adaptation du manga, c'est une adaptation de l'animé. Et dans l'animé, eh ben ouais, il y a des fillers entre chaque épisode où Sangoku il va acheter du lait en fait. Et là, c'est la même chose. Entre les combats contre les Saiyans, eh bien, il y a des fillers où ils vont chercher les boules de cristal pour ressusciter Sangoku. Bah, dans l'animé, c'est pareil. Et il y a aussi cette rupture de ton dans l'animé de un épisode sur deux, c'est Sangohan qui passe le permis. Bah, vous voyez, je pense que ça m'a pas choqué parce que c'est ça la vision que j'ai de Dragon Ball Z en fait. Le manga, oui, peut-être dans Dragon Ball Z, c'est peut-être un peu plus sérieux. Et effectivement, si on voulait une adaptation très fidèle au manga,
il aurait surtout pas fallu que effectivement les personnages fassent des gags et qu'on affronte Pilaf et ses copains. Mais là, c'est une adaptation de l'animé, donc moi ça me choque pas. Alors c'est peut-être effectivement ça la différence, c'est que moi j'ai pas vu l'animé, j'ai juste vu quelques épisodes à droite à gauche, mais j'ai pas vu l'animé, j'ai lu le manga à l'époque. Et Chuck pourra vous le dire mieux que moi, mais peut-être que c'est vraiment fondamentalement différent la manière de faire, le ton, etc. C'est pas fondamentalement différent, c'est juste que l'animé rajoute des fillers, entre guillemets, faits pour le gag et donc pour ralentir la durée de vie. Mais dans le manga, t'as aussi ces côtés humoristiques. Tu vois, t'as Goku qui peut mordre la queue de Freezer, alors que Freezer, littéralement, il détruit des planètes avec son index. T'as quand même ce côté humoristique dans les combats, même dans Dragon Ball Z. Et la quête des boules de cristal, oui, il y a Pilaf qui vient t'embêter alors que c'est qu'un petit moins que rien qui veut devenir roi. Bah, c'est pas dérangeant, parce que littéralement, il veut la même chose que toi. Il veut la boule de cristal. Donc oui, faut que tu l'affrontes pour pouvoir récupérer ce qu'il te faut pour pouvoir sauver la planète littéralement, parce que sans Sangoku, bah c'est mort, c'est dead. Alors depuis tout à l'heure, on parle du ton et du coup de la narration, en fait, de comment nous est transposée cette histoire. Maintenant, moi, j'ai quand même un gros souci avec cette histoire. C'est que le fait d'adapter des fillers, quand j'ai compris ce qu'essayait de faire le jeu, voilà, dans les premiers chapitres, le jeu est découpé en 15 chapitres, si je dis pas de bêtises, qui, comme on l'a expliqué, vont retranscrire les événements des 2 premiers arcs de Dragon Ball Z. En fait, ce qui me pose un gros souci, c'est que quand j'ai vu la proposition, je me suis dit, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Oui, l'histoire, je la connais déjà. Oui, Vegeta, il va être à la Terre. Je m'en fous un peu, je la connais déjà. Mais quand j'ai vu que le jeu voulait s'attarder sur ces fillers, je me suis dit, ah, peut-être qu'il va essayer de construire quelque chose. Reconstruire des enjeux. Faire en sorte que les copains de Sangoku, dont on se fout un peu sérieusement dans le manga, eh ben, puisque j'ai vu l'entraînement de Yamcha, ben, je suis beaucoup plus attaché émotionnellement à lui, et on va peut-être voir son parcours, et puis pourquoi pas se mettre quelques petites folies sur les textes, le moment où on affronte Vegeta et Nappa, peut-être que Yamcha aura son petit moment de gloire, parce qu'on l'aura vu glow up à travers tout le jeu. Mais en fait, honnêtement, bah, moi j'ai trouvé ça un peu naze, hein. C'est littéralement une adaptation des fillers, et ça m'intéresse pas, j'en ai pas envie. Et le problème, c'est que dans un JRPG de 30 heures, bah, je suis désolé, tout autant que le système de combat, tout autant que les mécaniques de progression des personnages, bah, moi ce que je recherche, c'est une bonne histoire avant tout. Et ça fait pas absolument un bon JRPG automatiquement quand il y a une bonne histoire, mais pour moi, ça en fait vraiment partie. Et là, bah, elle est pas nulle ou bien l'histoire, c'est juste que je la connais déjà et que en plus, je suis pas particulièrement fan. Donc moi, ça m'a vraiment sorti du délire. En fait, pour moi, le plus gros problème que j'ai avec le fait d'adapter des fillers, c'est que je pense que tu donnes ce jeu à un mec qui a jamais joué à Dragon Ball de sa vie, et ben lui-même, il arrive à voir que c'est des fillers. Parce que, en fait, justement, c'est pas construit organiquement avec l'histoire. Tu sens vraiment que t'es dans une quête secondaire. Parce que, en fait, moi, justement, ça m'a fait ce truc bizarre, parce que je ne savais pas du tout de quoi était fait le jeu quand Choc nous a demandé d'y jouer. Et quand j'ai fini le premier arc avec l'histoire du Tankeshi Budokai, etc., je me suis dit, putain, mais le jeu, il va durer 5 heures, quoi. Parce que j'en suis déjà là à ce moment-là. Et après, il y a les fillers qui sont apparus. Et en fait, pour moi, les fillers sont dans un truc bizarre où c'est littéralement toujours des fillers. Ils sont pas intégrés organiquement dans l'aventure. Et donc, en fait, on joue des Ouais. fillers. Mais le truc, c'est que, personnellement, quand je veux jouer à l'adaptation de Dragon Ball, bah, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'aller dans un volcan pour récupérer la truc de mariée de chichi. Enfin, je sais pas, je m'en tape un rein, quoi. Je sais pas, hein, mais... En fait, je pense que plus généralement, le souci, c'est que, et je pense que ça reviendra un petit peu par la suite, hein, quand on parlera d'autres systèmes de jeu, mais c'est qu'en fait, si t'es pas fan de Dragon Ball, pourquoi je te conseillerais le jeu? Tu vas rien y trouver. En fait, oui, effectivement, n'importe qui s'en fout de Dragon Ball, il en a rien à foutre d'aller chercher la robe de Chichi. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, pour moi, le seul intérêt que j'y vois, c'est si t'es super fan de Dragon Ball Z, bah, jouer à ce jeu, ça te permet de revivre les aventures que t'as adorées dans le manga, où c'est toi qui contrôles, et en plus, tu peux te balader, voilà, librement, dans les environnements du manga, qui sont super sympas, et qui sont plutôt bien retranscrits. Et puis t'as ce petit sentiment de, ouais, tu fais la bagarre avec Son Goku. Ah oui, si t'es fan, c'est génial. Si t'es quelqu'un d'autre, bah tu t'en fous complètement parce qu'ils ont pas réussi à m'allumer la flamme. J'arrivais pas à rentrer dedans. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de narration, mais on va bifurquer sur autre chose. Thomas, qu'est-ce que t'as pensé du level design du jeu? Alors Attack of the Saiyan reprend la structure assez classique du JRPG avec carte du monde, carte des zones, avec du coup bah, votre personnage qui voyage sur la carte du monde pour aller de zone en zone. En soi, la formule carte du monde, pourquoi pas. En plus, j'aime bien l'idée que ça donne pas une structure fixe au monde de Dragon Ball.
dont la géographie est, si je dis pas de bêtises, assez abstraite, on va dire. Donc pourquoi pas, c'est sympa. Maintenant, les cartes des zones, c'est vraiment pas du grand monolith soft, hein. Je vais être honnête, les donjons, c'est juste des couloirs vaguement labyrinthiques qui proposent juste des embranchements pour aller chercher un coffre et qui sont surtout là pour nous faire gratter un peu des combats aléatoires au fur et à mesure qu'on explore. Explore avec des guillemets, hein. Honnêtement, c'est au niveau des vieux Final Fantasy, et c'est pas vraiment un compliment de dire ça, parce qu'on parle de jeux qui sont sortis dans la fin des années 90. Là, on parle d'un jeu qui est sorti 20 ans plus tard, quasiment. Il s'agirait de faire un effort. D'autant plus que le jeu propose quelque chose qui pourrait faire varier cette construction des zones, avec son système de capsules, qui sont en fait des équipements qui vont nous permettre d'avoir différentes capacités en dehors des combats, et je trouve que le jeu passe remarquablement à côté du fait de nous proposer des petites énigmes avec ça. Ça n'a aucun sens à mon sens, parce que il suffisait de nous proposer des petites phases d'énigmes pour faire varier le gameplay. Donc pour moi, le level design, c'est un flop complet. Je suis d'accord que les capsules sont quand même sacrément secondaires. Ouais, c'est pas. Je suis à peine penché vite fait, mais en fait, ça sert pas à grand chose dans le jeu. En fait, ce que je trouve profondément dommage, c'est que le jeu nous les présente hyper tôt. Et moi, je me suis dit, ah, c'est sympa. Il va essayer de faire varier les phases de donjon avec des petites énigmes, un peu comme ce que fait Golden Sun, pour ceux qui connaissent. Mais là, en fait, c'est tellement anecdotique. En fait, je pense que je me suis plus penché sur les capsules pour le côté statistique que ça apporte en combat, plutôt que pour le côté capacité de terrain. Donc pour moi, le level design, quand on sait que c'est Monolith Soft qui est derrière le jeu, c'est une honte. Je veux dire, on parle d'un studio... que Nintendo consulte régulièrement pour tous ses open world depuis 10 ans. Ils sont très bons en level design. C'est l'une des grosses forces du studio. Comment ils peuvent nous pondre un truc pareil? Alors oui, c'est de la DS, mais ça n'excuse rien. La DS, c'est pas une console qui est complètement vide en termes de puissance. On aurait pu imaginer des donjons plus longs. Et on aurait pu du coup imaginer de squeezer quelques parties des fillers qui servent à rien au profit de vrais donjons de RPG bien conçus. On parle vachement de son point faible de RPG, mais on peut parler de ce qui fait un RPG justement, et ce que je trouve personnellement être les points forts, les systèmes de RPG. Donc déjà, comme on l'a dit, le jeu, on peut jouer jusqu'à 6 personnages sans compter Grégory, parce que c'est un personnage de près, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Donc ce sera Sangoku, Sangohan, Krillin, Yamcha, Tenshinhan et Piccolo, et chaque personnage possède 8 stats qui sont franchement sacrément floues quand on n'est pas dedans. Donc on a PW, donc le power, juste les dégâts que ton personnage va infliger, DF, la défense, les dégâts que ton personnage va subir, si tu l'augmentes ça va le réduire, RC, la récupération, donc ça c'est les PV qu'il va récupérer à chaque tour, TC, la technique, ça c'est pour augmenter la précision et la puissance de tes compétences, donc tout ce qui va être attaque de ki, etc. SP, speed, donc la vitesse, qui sert également pour esquiver les attaques adverses. Et LK, la chance, la luck, pour avoir des effets bénéfiques, donc esquiver le poison que ton adversaire va essayer de t'infliger, et pour les récompenses après les combats. Et il y a les HP et le ki, sur lesquels tu n'as quasiment aucun impact, sauf avec des équipements. Donc ouais, c'est pas les stats les plus claires, surtout qu'il y a aucun moment dans le jeu où on va t'expliquer qu'est-ce qu'elles font. Aucun. Ouais, c'est un peu le souci, le fait qu'il n'y ait pas de tuto vis-à-vis de ça, je trouve. En fait, surtout que très vite, on a des montées de niveau, on nous demande de choisir ce qu'on veut maxer sur nos personnages, et on est là un peu à tâtonner, à se dire, ah, je vais monter le ki sur Krillin, parce qu'évidemment, Krillin, il adore le ki. Enfin, on sait pas ce qu'on fait, en fait, et c'est dommage. Ouais, je sens que ça en a dégoûté plus d'un, notamment un qui s'appelle Amos. Sauf que c'est pas la seule chose sur laquelle on a de l'influence, parce que quand on combat, on gagne de l'XP, mais on gagne également des AP. Et ces AP permettent d'améliorer tes compétences, en débloquer de nouvelles, améliorer tes stats, donc là tu peux avoir de l'influence sur les HP, ton ki, etc. Ça permet en fait littéralement de construire le build de ton personnage en dehors des stats. Et ça je trouve que c'est un système qui fonctionne vachement bien. Honnêtement, alors peut-être que je suis pas le public, parce que c'est un jeu qui est quand même pas brandé pour les fans de JRPG. En tant que grand amateur du genre, j'ai joué à des tas de jeux qui avaient des systèmes bien plus complexes que ça. Et honnêtement, je trouve pas ça très élégant, parce que oui, l'idée est bonne. Quand j'ai vu, on gagne des points d'ability qui vont nous permettre de monter en niveau nos compétences et de gagner des passifs, je me suis dit, ah, c'est sympa. Sauf qu'en fait, quand tu te rends compte que derrière, c'est juste de l'augmentation statistique, franchement, la flamme, elle, c'est indirect, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'aurais voulu qu'on débloque de nouvelles capacités un peu farfelues, de type, quand Krillin, il tape, il a 10% de chance de gagner un stack qui permet de faire ça. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Un vrai système de RPG complexe, quoi. Et ici, c'est pas le cas, c'est clairement juste du statistique. Pareil, quand on monte le niveau de nos sorts, c'est juste des statistiques qui fait un peu plus mal, quoi. Et je trouve que c'est un manque flagrant d'élégance. Ça m'a pas du tout fait vibrer, j'étais pas content d'avoir cette montée en puissance graduelle de mes personnages.
C'est dommage parce que dans un RPG, c'est quand même quelque chose qu'on vient chercher, justement, ce sentiment de monter en puissance. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi, Amos, mais moi, c'était vraiment le pétard mouillé, ce système. Alors ouais, franchement, je n'y ai trouvé aucun intérêt, ça a même été assez frustrant. Et de surplus, ce qui est souvent marrant dans les JRPG, c'est de construire un build autour d'un personnage. Et là, il y a absolument pas cette question-là, hein. C'est vraiment juste des petits détails qu'on va changer, des petits stats qu'on va augmenter. Mais en fait, il y a pas moyen d'axer ton personnage de quelconque manière que ce soit. Les personnages sont figés et tu peux juste changer des stats à droite à gauche, mais ça a vraiment très peu d'intérêt. En fait, ouais, le jeu est terriblement statistique, je trouve. Et en soi, c'est pas un problème dans certains jeux. Typiquement, dans les roguelikes, c'est quelque chose qui marche très très bien d'aller vers du purement statistique. Ça peut te faire vibrer, ça peut te faire ressentir de la dopamine. Et c'est ça qu'on va chercher dans un RPG. Mais là, en fait, on va un peu déborder sur la partie combat, mais tout est tellement bien équilibré, entre guillemets, tout est tellement figé. Monolith Soft a su trouver son équilibre et a eu peur justement que les joueurs imaginent des builds farfelus et pissent sur les combats et du coup ruinent l'expérience narrative. Qu'en fait, le système de RPG, c'est-à-dire personnalisation des personnages, équipement, amélioration de nos personnages à travers les gains de niveau, à travers les builds qu'on va choisir, bah ça change quasiment rien. Et en fait, je suis sûr à 100% que quelqu'un peut complètement avoir le même résultat que moi, juste en appuyant sur A comme un débile dans les menus de gains d'expérience et de gains de niveau, sans savoir ce qu'il fout, en prenant les équipements complètement au hasard, ou en s'en fichant complètement des équipements, en mettant n'importe quoi dans ses builds avec ses gains d'AP. Et en fait, si le gars aurait la même expérience que moi, parce qu'en fait, j'ai pas ressenti que j'avais le moindre contrôle sur la puissance de mes personnages. Et je trouve ça un peu dommage. Ah, je vous trouve vachement dur. Oui, c'est pas le jeu le plus complexe du monde, mais ce n'est pas le but du jeu, littéralement. Ah ça, on va se retrouver là-dessus, mais ce sera plutôt pour la partie combat. Le fait que le jeu n'essaye pas de faire ça, j'en suis parfaitement conscient. Je pense pas que Monolith Soft ne savait pas faire un bon système de personnalisation des personnages. Par contre, je pense qu'il le fait pas. Et c'est dommage, parce que moi, c'est ce que je viens chercher dans ce genre de jeu. Tu t'attendais à un Xenoblade Chronicles, mais tu as eu un jeu pour les enfants. On peut le dire. Le fait que ce soit pour les enfants dans un RPG, je peux l'entendre, autant dans beaucoup de jeux, je trouve que ça n'a pas de sens de dire c'est nul parce que c'est pour les enfants. Dans un JRPG, je veux bien qu'il faille faire simple, parce que mettre trop de systèmes complexes, les enfants ils lisent pas les tutos, ils s'en foutent complètement. Donc si c'est pas simple à comprendre, ça va leur gâcher l'expérience. Donc ok, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense effectivement que Monolith Soft n'a juste pas essayé, ils s'en foutaient complètement, et ils ont laissé le jeu dans un compromis qui leur allait bien entre l'équilibrage et la possibilité aux joueurs de personnaliser les personnages. Il y a plusieurs choses que j'ai bien aimé et moins bien aimé, et ça découle de la même idée. La première chose qui entraîne des problèmes et des choses agréables, c'est le fait de devoir trop respecter le matériel de base, parce que en fait ça entraîne une chose qui entraîne autant un défaut et une qualité, c'est-à-dire de devoir changer de personnage en permanence. Alors c'est très bien d'un point de vue gameplay, c'est cool, parce qu'en fait, on a des nouveaux gameplays, de nouveaux personnages, etc. Par contre, d'un point de vue RPG, c'est une catastrophe. Parce que, du coup, tu passes d'être niveau 5 à être niveau 20, à être niveau 5, à être niveau 3. Ça, c'est un enfer. Mais ça sert un peu la narration aussi, parce que moi, il y a un moment qui m'a agréablement surpris, par exemple, c'est le moment où on récupère Sangohan. Parce qu'en fait, t'es en mode, putain, ça casse les couilles, je suis niveau 25 avec mes autres persos, pourquoi je suis niveau 1 d'un coup? Mais en fait, c'est logique. Tu joues un gosse qui est en train de commencer à s'entraîner au combat, qui est en train de commencer à vouloir comprendre comment ça marche, etc., à vouloir survivre. Donc en fait, c'est sympa d'avoir un sentiment de faiblesse absolue, parce que bah tu joues un personnage qui est fondamentalement faible. Et ça, d'un point de vue cohérence entre l'histoire et le jeu, c'est très cool. Par contre, d'un point de vue gameplay, c'est un enfer, parce que bah, t'es là, tu recommences au niveau, alors que tu viens de jouer avec des persos un peu stylés niveau 25, et c'est un enfer, quoi. Alors, je te coupe, en tant que fan de RPG, en fait, c'est très commun que les JRPG fassent ça, et en fait, c'est plutôt communément admis dans la communauté critique des JRPG que c'est plutôt une très bonne chose de faire ça, puisqu'en fait, on se rend compte que généralement, le souvenir qu'on vit à devoir s'adapter effectivement à ces situations où on change de personnage, où on nous donne un personnage un peu nul, bah, bien souvent, ça reste beaucoup plus longtemps que l'inconfort temporaire qu'on a pendant 10 minutes à dire ah comment je vais faire avec mon personnage niveau 1. Et du coup, c'est plutôt communément admis que c'est plutôt une qualité quand un jeu fait ça. Bon, quand il fait ça avec du sens, évidemment. Ah, mais là, le problème, c'est l'empilement de cette situation. C'est-à-dire que, ben, il n'y a pas de cohérence entre les niveaux des personnages, par exemple. Bah, il y a des personnages que tu joues énormément plus que d'autres. Par exemple, tu récupères Yamcha après avoir fait toutes les digressions. Bah, Yamcha, il est niveau 6, alors que tes autres personnages sont niveau 25. Donc, ouais, t'es dans une team avec des mecs niveau 6, niveau 25. Donc, pourquoi tu irais jouer le mec niveau 6? Ouais, mais c'est
plutôt intelligent en fait. Moi ça m'a pas choqué du tout et je trouve ça même plutôt très intelligent en fait. Il y a pas une règle dans le monde du JRPG qui dit que tous les membres de l'équipe doivent être au même niveau. La plupart des jeux font ça, mais ça n'est pas une règle figée dans le marbre, et c'est même plutôt sympa de voir que Monolith Soft a les couilles de dire bah non, mon histoire elle dit que Yamcha il est nul comparé aux autres, bon bah Yamcha il est nul comparé aux autres, et puis vous vous débrouillez pour le faire grind si vous voulez qu'il revienne au niveau. Ouais, mais du coup, pourquoi je me ferais chier à jouer Yamcha, en fait? C'est surtout ça le problème. Bah parce que tu en as envie. Et surtout, ce qui est, je trouve, très intelligent, et moi, je l'ai fait plusieurs fois le jeu, et à chaque fois, j'avais la même sensation, c'est que les personnages comme Sangohan ou Piccolo, qui ne sont pas des humains et qui sont fondamentalement plus forts que les autres au même niveau, bah ça respecte parfaitement l'histoire. Le Sangohan de niveau 5 est bien plus fort que le Yamcha de niveau 5 qu'on avait au tout début. Et ça, c'est parfait pour l'histoire du jeu, et donc pour le support de base. Et c'est également reflété dans les taux de croissance des personnages, puisque Sangohan, il a le taux de croissance le plus élevé. Et si je dis pas de bêtises, dans le manga, bah, c'est le personnage qui a le potentiel le plus élevé. Et donc c'est logique que ses statistiques montent beaucoup plus vite que celles des autres quand il gagne des niveaux. Ouais, mais alors ça, Exactement. c'est bien, c'est super. Mais en fait, on joue à un jeu vidéo, on joue pas à un animé. Mais est-ce que tu gardes pas un meilleur souvenir quand justement on t'a fait vivre une histoire? C'est pas ça le but d'un RPG finalement? Bah, je garde un bon souvenir, sauf les moments où on te force à jouer avec Yamcha et toutes les rognures d'ongles, alors que tu pourrais jouer avec des personnages qui sont forts et puissants et agréables à jouer. Sachant qu'en plus, vraiment, Yamcha, ses attaques, elles puent sa grand-mère. T'as vraiment pas envie de le jouer, Yamcha. Et t'as plein de personnages comme ça où t'as vraiment pas envie de les jouer. C'est quand même assez chiant parce que c'est un personnage où c'est un jeu où t'es censé choisir un petit peu tes personnages et les changer, etc. Bah en fait, avoir des personnages qui sont à chier derrière, moi ça m'a saoulé un petit peu. Ah, je te trouve vachement méchant. Je te trouve vachement méchant parce que justement, Yamcha, il y a pas beaucoup de moments où est-ce qu'il est tout seul. T'as au tout début, et après, on te force quasiment jamais à le jouer. Tu peux le mettre dans ta réserve quasiment tout le jeu. Oui, mais du coup, justement, pourquoi Yamcha n'a pas fait la même chose que Shaozu, tu vois? Ça sert à quoi de voir Yamcha puisque de toute façon tu peux pas t'en servir? Bah bien sûr que si, tu peux t'en Parce que le servir. personnage est quand même utilisable. Ah oui, il faut farmer 65 heures, mais tu peux t'en servir. Mais c'est pas automatique. Bon, alors on y reviendra parce que là on déborde un petit peu sur le système de combat. Mais en fait, y a pas une règle qui dit si ton personnage il a 10 niveaux de moins, il est complètement inutile. Il est moins utile. Tu peux lui donner d'autres fonctions dans les combats. Il fait moins mal. Ça raconte quelque chose. Et c'est génial parce que du coup, à travers le système de combat et à travers le système de jeu, on te fait passer l'histoire. Et pour moi, c'est justement une des fulgurances du jeu. Les combats, c'est du tour par tour, hein, et tu peux ramener jusqu'à 3 personnages à la fois. Et je vous conseille de bien les choisir, parce que l'autre système dans le combat, qui est franchement le plus utile, c'est le système de furie. Le système de furie est plutôt simple. Quand ton personnage inflige ou subit des dégâts, on a une jauge furie qui va se charger, et quand elle sera chargée complètement à fond, vous pourrez soit utiliser des compétences ultimes, donc qui sera uniquement une attaque puissante, soit en utilisant la bonne combinaison de compétences, vous pourrez faire des super combos. Il en existe jusqu'à 17 dans le jeu, et ça va vous demander soit d'utiliser des techniques bien précises, soit des personnages avec des techniques bien précises. Et à part ça, ça reste un JRPG classique, donc on peut faire des attaques de base, des attaques des compétences, tout simplement, donc de ki, ou des attaques physiques. On peut maintenir sa garde, échanger les personnages avec les personnages qui sont dans votre réserve. Alors, je te rejoins pas du tout sur le fait que c'est un système de JRPG assez classique. Pour moi, justement, Monolith Soft a su adapter les règles de ce combat au tour par tour traditionnel qu'on a dans les vieux JRPG. Alors, il n'y a pas de système ATB comme on pourrait avoir dans un Final Fantasy, c'est vraiment du tour par tour, tour par tour. Monolith Soft a su adapter ce système très archaïque et très figé, hein. Il y a des codes, voilà, c'est codifié, le JRPG, on fait pas ce qu'on veut, pour nous faire ressentir l'histoire de Dragon Ball. Et pour moi, c'est la fulgurance du jeu. Et j'étais un petit peu ébahi de voir à quel point Monolith Soft avait réussi à proposer un truc très sympa. Comme Shulking vous l'a expliqué, il y a cette mécanique de furie. Une fois que les conditions sont remplies, une fois que le groupe a atteint son niveau de pouvoir de l'amitié et de bagarre, de lancer des grosses ultimates, des grosses attaques hyper puissantes qui font beaucoup plus de dégâts que la somme des dégâts cumulés qu'aurait eu chacun des personnages s'ils avaient joué normalement. Il y a vraiment ce côté shonen où on transcende voilà la puissance de notre groupe pour lâcher un gros ultime qui va vraiment faire plier le combat. Et pour le reste, on a un système de parade. En fait, quand l'adversaire joue, on peut parer ses coups pour réduire les coups qu'on reçoit. Et si c'est génial, c'est parce que non seulement ça rajoute un peu de temps réel, un peu d'action dans ce système au tour par tour un peu figé,
sur lequel on va vraiment pas cracher dans un jeu de Dragon Ball. Voilà, c'est pas pour rien que la plupart des jeux de Dragon Ball sont des jeux de combat. Il y a ce côté art martial qui est vraiment prépondérant à la licence Dragon Ball. Mais donc en fait, ce qui est génial, c'est que on est obligé de jouer avec la parade. Il y a très peu d'options de soins dans le jeu. Objection. Je n'ai pas utilisé la parade une seule fois du jeu, je n'ai rien compris à ce système, il pue sa mère, voilà, je le dis. Je n'ai jamais utilisé une seule fois la parade du jeu. Jamais une seule fois. Il te l'explique une fois dans un des menus roulants. Je n'ai rien compris, et il y a aucun feedback visuel quand tu fais une parade, donc je n'ai jamais réussi à faire la parade du jeu, je ne m'en suis jamais servi. Voilà. Ah bah t'as du sacrément grind, parce que l'équilibrage du jeu, il est vraiment pensé autour de la parade, je trouve. Du coup, oui, j'ai dû grind plusieurs fois, mais j'ai essayé de regarder des vidéos pour comprendre comment on part, etc. Visiblement, c'est un truc frame perfect, je n'ai jamais réussi à parer une seule fois du jeu, ou alors, si je l'ai fait, je m'en suis pas rendu compte, parce qu'il y a aucun feedback visuel précis. Donc le système de préparade n'est pas obligatoire. Bon, il est peut-être pas hyper ergonomique, mais en tout cas dans l'expérience de jeu, c'est plutôt très bien pensé. Je m'explique. Comme je l'ai dit, la thèse que je défends, c'est que Monolith Soft a tenté de faire un jeu qui permette aux fans de Dragon Ball de ressentir, de vivre en fait les combats de Dragon Ball Z, en tout cas de cet arc. Pourquoi ? Je m'explique. Et ben, comme dans Dragon Ball Z, on va avoir cette première phase au départ où l'adversaire paraît très très fort et où on va avoir une montée en puissance au cours du combat à la Sangoku. Par rapport au fait que tout simplement quand vous entamez le combat, vous ne connaissez pas les patterns d'attaque de votre adversaire. Donc petit à petit, vous apprenez à les contrer et vous prenez le dessus petit à petit. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de mécanique de soin dans le jeu. Traditionnellement, dans les JRPG, on a un personnage du groupe, voilà, c'est le soigneur, il va soigner les autres et maintenir un petit peu l'équipe à flot au fur et à mesure du combat. Et si on se débrouille pas trop mal, tout le monde reste en vie. Dans Dragon Ball Z, l'attaque des Saiyans, ça fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est que les boss font pas particulièrement mal. Il n'y a pas des grosses attaques qui vont retirer 90% des points de vie de toute votre équipe. Ça n'existe pas. Ou alors j'en ai pas vu dans le jeu en tout cas. Par contre, on peut pas se soigner. Mais les personnages se régénèrent à chaque tour. Ce qui fait qu'en fait, si vous, petit à petit, vous prenez l'habitude d'arriver à contrer certaines attaques du boss, en apprenant à connaître quelles attaques il va faire, et c'est des sacs à points de vie les boss, donc les combats sont un peu longs, et bien petit à petit, vous prenez le dessus. Parce que vous vous régénérez à chaque tour, vous bloquez les dégâts qu'il vous met, et donc vous prenez le dessus. Comme Sangoku dans ses combats. Je trouve que c'est brillant. Objection numéro 2. Sangwan, il peut soigner. Voilà. C'est juste pour le dire, Sangwan, il a une compétence de soin. Ouais, alors je crois que c'est le seul à posséder une attaque de soin dans le jeu. Bah, ça le rend, disons que ça le grandit, je trouve. Vu que c'est quand même un des personnages centrales de l'œuvre. Je sais pas, ça me choque pas, et je trouve que pour le reste, c'est plutôt bien pensé, mais je serais d'avis que pas de soin du tout, ça aurait été encore mieux. Donc en fait, ouais, à mes yeux, si le système de personnalisation des personnages est aussi famélique, vraiment, il y a rien à faire, on s'ennuie, c'est pas pour rien, c'est que Monolith Soft, comme ça, s'assure d'avoir la main parfaite sur l'équilibrage des combats de boss, pour nous offrir ces expériences très sympas, où petit à petit, on apprend à contrer les attaques, on prend le dessus sur son adversaire, et on finit par triompher avec une grosse attaque ultime de furie, qui ravira les fans de Dragon Ball, qui seront super contents d'avoir fait leur Kamehameha avec leur pote Krillin, pour battre Raditz et enfin triompher après avoir pris le contrôle petit à petit du combat via des parades. Je trouve que c'est hyper bien foutu, et franchement, j'ai envie de dire chapeau Monolith Soft de ce point de vue-là. Pour moi, c'est ce qui sauve le jeu. Alors moi, j'ai quand même un gros problème avec le système de combat. Désolé, je suis le relou de service dans cette émission, mais je trouve que le problème du système de combat vient du fait que ce jeu est une adaptation. Très souvent, dans les JRPG et dans les jeux en général, les boss sont faits pour inventer une nouvelle mécanique, ou en tout cas pour mettre en avant une mécanique qui existait déjà et être certain qu'on l'a déjà comprise et qu'on l'a bien assimilée. Le gros problème, c'est que c'est pas du tout le cas dans ce jeu, parce que ce jeu a la contrainte d'être fidèle à l'œuvre d'origine. Donc ça veut dire que vous affrontez Piccolo. Il n'y a pas le choix, Piccolo, il affronte Sangoku en 1 contre 1. Donc, en fait, affronter Sangoku en 1 contre 1 avec Piccolo, ça n'a aucun intérêt vidéoludiquement, ça n'a absolument aucun intérêt, c'est juste pour l'histoire. Et du coup, le combat est pas hyper intéressant. Il est un peu challengeant quand même, parce qu'il faut pas louper, faut mettre les bonnes attaques au bon moment, etc. Ça, y a pas de souci. Mais en fait, il apporte rien d'un point de vue strictement vidéoludique. C'est juste un moment d'histoire du jeu. Ouais, alors je te rejoins sur le fait qu'il y a des contraintes, ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est pas une excuse de faire un combat en 1 contre 1 si on n'invente rien derrière. C'est complètement possible de proposer un combat sympa et qui montre une nouvelle mécanique de jeu, et avec un boss bien pensé, même en 1 contre 1, c'est pas impossible. Je te rejoins que je trouve que les boss sont un peu feignants de ce point de vue-là, et mis à part apprendre leurs différents patterns d'attaque, il n'y a pas de grande tactique à avoir, et il n'y a pas de
j'ai pas pris de claque en me disant oh ce système de combat de boss il est vraiment sympa. Après ça reste un jeu pour enfants, j'imagine qu'on peut pas proposer des stratégies hyper complexes à mettre en place à des enfants, ça n'aurait pas de sens. Non, c'est pas ça le problème pour moi. Le problème pour moi, c'est que surtout que le jeu, encore une fois, respecte le matériel d'origine. Donc on peut pas faire à Piccolo des choses qu'il ne fait pas dans l'animé ou dans le On peut manga. imaginer je pense. On veut un combat qui est complètement fidèle, parce que pour le coup, là, on peut pas le retirer. Les combats sont très fidèles. Et ben, les boss ont un nombre de phases relatives au nombre de fois où Piccolo va se relever en mode furie dans l'animé, etc., ou dans le manga. Tout est vraiment très fidèle à l'animé et au manga. Donc, en fait, c'est ça la plus grosse contrainte en termes de système de combat du jeu pour moi. C'est que c'est à la fois une qualité et un défaut. C'est qu'on joue littéralement l'histoire de Dragon Ball. Donc, effectivement, tu peux pas créer de strat complexe à Piccolo, tu peux pas lui inventer des nouveaux sorts, tu peux rien faire de spécial, parce que, c'est déjà figé dans l'œuvre d'origine. Donc, ça fait des combats pas super intéressants, mais je suppose qu'en tant que fan de Dragon Ball, c'est assez kiffant, parce que du coup, tu revis, ces combats-là, et la seule chose qui est bien faite, par contre, c'est, les combats sont un peu galères, tu struggles un petit peu, t'es un petit peu en mode, on galère, tu vois. Et du coup, t'as la même galère que Son Goku qui galère contre Piccolo. Et ça, c'est assez intéressant. Mais il faut kiffer l'œuvre d'origine. C'est sûr qu'ils sont galères si tu utilises pas la parade. Oui, c'est pas faux. Non, en fait, je pense que plus généralement, effectivement, l'ambition de Monolith Soft, et je trouve que c'est complètement réussi, alors Shulk nous le confirmera, parce que lui, il a vécu cette expérience, c'est de faire en sorte qu'un enfant qui est fan du manga, il joue au jeu, et que, à travers un système de combat au tour par tour, hein, c'est quand même bien de le mentionner, eh bien, l'enfant puisse revivre les combats de l'animé en vraiment étant pris dans l'expérience, avec ce côté, on vit l'expérience aux côtés de Sangoku et Krillin, quoi. Je sais pas comment tu l'as vécu, Shulk, mais moi, c'est l'image que ça me renvoie, j'imagine que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. En tout cas, c'est le lien logique que je fais entre toutes les parties de la proposition du jeu. L'enfant de 7 ans que j'étais a adoré le jeu parce qu'il était fan. L'enfant de 10 ans a adoré le jeu et avait envie d'une suite. Et ça a toujours pas changé. Je veux toujours une suite et je ne l'aurai jamais, malheureusement. Mais oui, si tu n'es pas fan de Dragon Ball, c'est certain que tu prends moins de plaisir. Bah parce qu'en fait, j'ai pas le plaisir de vivre les combats parce que je suis pas fan de la licence. Alors, c'est un peu osé comme comparaison, hein. Moi, j'y vois un peu la proposition de Clair Obscur Expédition 33 de nous faire ressentir les émotions. Alors, les émotions, on parle de Dragon Ball, on n'est pas sur des émotions fortes non plus, hein, mais de nous faire ressentir les émotions que veut nous transmettre le scénario par des phases de combat exigeantes et intenses. C'est à prendre avec des pincettes, évidemment. La comparaison est un peu abusée, dirons-nous, mais c'est vraiment la proposition que je vois dans le jeu. J'ai l'impression que Monolith Soft a essayé de faire ça. Senseful a plagié Monolith Soft, là? C'est ça que tu dis en direct live? Et oui, sans aucune vergogne, effectivement. Dragon Ball GOTY, voilà, il faut le dire. GOTY 2009, let's go! Du coup, tout ce qu'on a dit et de ce dont on a parlé, pour moi, ça encapsule un truc précis. Pour moi, c'est un jeu très mid, mais c'est une excellente adaptation. Alors, je sais pas si je dirais que c'est mid. Une adaptation bonne, ça c'est sûr, parce que c'est clairement la volonté du studio, j'en ai l'impression, hein, à travers ce qu'il propose en termes de système de combat. Maintenant, moi, le côté où je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule, je peux pardonner sans souci le fait que le système de RPG soit assez pauvre, du fait qu'on est sur un jeu pour enfants et que ça permet de faciliter l'équilibrage, mais c'est vraiment sur la structure du jeu et le level design. Adapter des fillers, ça n'excuse pas le fait que l'histoire n'ait absolument aucun intérêt si tu n'es pas absolument fan de Dragon Ball. Et le level design, c'est pour moi juste une énorme blague qui se moque allègrement du joueur. La phrase d'Amos, c'est un peu méchant de dire qu'il est mid, mais je suis plutôt d'accord dans le sens où le jeu est pas exceptionnel, mais je trouve que c'est, de 1, une excellente adaptation, voire même l'une des meilleures adaptations de manga, en fait, en jeu vidéo. Et en plus de ça, je trouve que c'est une porte d'entrée parfaite pour les enfants, pour les lancer dans les JRPG. Parce qu'un Final Fantasy, quand t'as 7 ans, non. Mais de manière générale, ce genre de jeu est parfait pour amener des jeunes joueurs vers un nouveau genre, puisque on a en fait déjà Dragon Ball qui est là pour faire la passerelle avec ce jeu. Les enfants auront envie de jouer parce que c'est Dragon Ball. Et en fait, derrière, petit à petit, ils vont s'adapter au code de ce genre-là. Donc en fait, pour moi, c'est toujours une bonne idée de vouloir transposer une licence qui plaît aux enfants à un genre de jeu qui est plutôt réservé aux adultes. Parce que ça va leur faire une passerelle naturelle vers tout un tas de genres de jeux auxquels ils se seraient pas intéressés autrement. Voilà, grâce à ce jeu, j'aime Dragon Quest, j'aime Persona, vive Attack of the Saiyan. Par contre, petit regret tout de même, je trouve que ce jeu utilise très mal le hardware sur lequel il est sorti. C'est un jeu DS pour rappel,
et il y a absolument aucune utilisation des caractéristiques de la DS, qui est quand même une console assez singulière. Mais concrètement, moi je l'ai joué intégralement à la manette, j'ai pas touché ma souris à un quelconque moment. C'est quand même dommage pour un jeu qui utilise une console tactile. Ouais, et puis le fait d'avoir 2 écrans n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Donc honnêtement, t'aurais sorti ce jeu sur GBA, ça changeait rien du tout, quoi. Ouais, concrètement, c'est vraiment dommage parce que pour le coup, en plus, sur la licence Dragon Ball, il y aurait pu y avoir des utilisations assez sympas, notamment te faire dessiner des symboles pour lancer les Kamehameha ou les trucs comme ça. Ça aurait pu être assez sympa, mais bon, ça, on peut pas juger un jeu sur ce qu'il n'est pas, on peut juger un jeu que sur ce qu'il est. Donc, je vais pas partir en conjoncture, mais c'est un peu dommage de pas avoir utilisé le hardware. Ouais, j'avoue que sortir un jeu sur une console Nintendo, si c'était pour ne pas utiliser le gimmick de la console associée, c'est toujours un peu dommage, quoi. C'est un peu comme les jeux Wii sans motion gaming. Bah, tu te dis, bah, sors pas ton jeu sur Wii, quoi. Est-ce qu'au final, Monolith Soft ne sont pas des feignants? Ouais, studio honteux, il faut le dire. Parce que d'ailleurs, justement, ils ont sorti Xenoblade Chronicles sur Wii, mais sans motion gaming. Voilà, Donc, exactement. honte à eux. Eh ben, je vais le dire, c'est des profiteurs. Ils utilisent que le hardware sans vouloir le mettre en avant. Ah, je sens que ça va me faire mal, mais Amos, Thomas, où est-ce que vous placerez cette merveille sur la tier list? Alors oui, pour petit contexte, à chaque fois qu'on traite un jeu sur le Focus, on le met dans une tier list globale. On a le droit de rien toucher. Et c'est les gens qui n'ont pas choisi le jeu qui choisissent sa position. Donc actuellement, nous avons top 1 God of War, top 2 Hollow Knight, top 3 Jusant, top 4 Death Door. Thomas, où est-ce qu'on place Dragon Ball? Déjà, est-ce que tu le places devant God of War? Non. Non. Soyons sérieux, non. Est-ce qu'on le place devant Hollow Knight? Ben, honnêtement, plutôt non, ouais. Est-ce qu'on le place devant Jusant? Ben, en fait, si je le note à la dopamine, c'est-à-dire au plaisir que j'ai ressenti, je le mets quand même en dessous de Jusant. Maintenant, je comprends ce que le jeu essaie de faire, et je trouve qu'il le fait quand même plutôt honnêtement très bien, et que le jeu a vraiment un gros intérêt. Jusant, je trouve que c'était sympa, mais même ce qu'il essayait de faire, je trouvais que c'était pas fulgurant non plus, il le faisait pas hyper bien. Donc j'aurais quand même envie de le mettre au-dessus de Jusant. Troisième, pour moi, ça me paraît bien. Pile au milieu, un jeu mid. Moi, je l'aurais mis en dessous de Jusant, moi. Mais j'avoue, l'histoire, c'est un jeu mis dans le milieu, ça me va. J'accepte, la narrative m'a convaincu. Donc, on peut officiellement mettre en ordre final, en dernier Death Door, en avant-dernier Jusant, au milieu, strict milieu Dragon Ball Z Attack of the Saiyan, en deuxième Hollow Knight et en premier God of War. Les choses sont bien faites. On a été plutôt bon pour le moment. Shell King, convaincu? Ah, je peux rien dire, je le mettrai aussi à cette place-là, donc... Bon bah ça va, on est honnête alors. En tout cas, jusqu'à dans un mois. Puisque dans un mois, un nouveau premier va venir prendre la place, ça c'est sûr. Puisque je vous parlerai de Mountain Blade 2 Bannerlord. Là, faudra être au rendez-vous. Et ensuite, on parlera de Returnal le mois d'après, un jeu que j'ai conseillé et que je suis certain que mes camarades vont adorer. Et bah, je pense qu'avec ça, on a tout dit. Et je vais vous demander de laisser une petite note, que ce soit sur Spotify, un petit pouce bleu sur YouTube, si jamais vous regardez ça sur YouTube. Et si vous en voulez plus, eh ben je peux vous conseiller le dernier focus dans lequel on a parlé de God of War 2018, ou encore le dernier tour de table sorti il y a quelques semaines maintenant, dans lequel Shulking nous présentait ses Pokémon-like préférés, Amos vous parlait du poison de la tryhard, et dans lequel je revenais sur le fait de platiner des jeux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est sympa. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine pour la prochaine émission. Et on vous fait des bisous. Salut à tous. Allez la bise. Salut!